doucement. Mon nom est Anne-Marie, je suis chargée de projet ici à FAMU et ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Alors, on est heureux d'accueillir M. Antoine Bilodeau, qui est professeur de sciences politiques à l'Université Concordia. Il va nous présenter aujourd'hui la présentation Sentiment d'appartenance chez les immigrants au Canada, un regard sur les variations provinciales. Je remercie encore une fois M. Bilodeau et je vous laisse la parole. Bien, merci Anne-Marie pour l'invitation. Merci de me recevoir. Merci à tout le monde d'être ici aujourd'hui en si grand nombre. En fait, je vais commencer par pas une mise au point, là, mais le titre est à moitié trompeur ou incomplet, je devrais dire, parce qu'en fait, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est en fait un amalgame, un condensé de généralement deux présentations distinctes que je ferai. Et la deuxième partie portera davantage sur les variations provinciales, ou carrément sur les variations provinciales. Mais la première partie, on ne va pas parler des variations provinciales, mais on va faire quelque chose que je pense est tout aussi important et qui, je crois, va vous interpeller tout autant, peut-être même plus que en fait, la seconde partie, qui est vraiment une discussion sur, en fait, relativement bref quand même, mais sur le sentiment d'appartenance en soi. Parce qu'en fait, le sentiment d'appartenance s'est fait vraiment au cœur du projet, de ce projet-là, en fait. Et ça vient d'un constat, en fait, un peu d'une frustration en tant que gens qui font des recherches sur ces enjeux-là, qui ont regardé la question un peu classique qui a été posée dans beaucoup d'enquêtes sur l'intégration des immigrants, des minorités ethniques, qui était celle du sentiment d'appartenance. Et la question qui est généralement posée, c'est à quel point sentez-vous que vous appartenez à la communauté? Et en tant que chercheur qui travaille avec des questions de sondage, avec l'évidence empirique, on se dit, bon, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un dit qu'il appartient à la communauté? En fait, en français, ça sonne encore pire que je trouve qu'en anglais. C'est « How strongly do you belong? » Puis je dis, OK, j'appartiens, mais c'est quoi? Surtout quand ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas? Et donc, on a voulu proposer aussi une réévaluation, une façon alternative de mesurer le sentiment d'appartenance qui, nous pensons, est un peu plus précise. D'ailleurs, je suis ici tout seul aujourd'hui, mais on travaille en équipe sur ce projet-là avec mes chercheurs Luc Turgeon à l'Université d'Ottawa, Stephen White à l'Université Carleton et Elsa Anderson à l'Université d'Édimbourg en Écosse. Et si vous vous demandez le lien, c'est qu'elle est canadienne d'origine et une spécialiste du régionalisme au Canada. Mais fait intéressant, qui ne vous intéressera peut-être pas du tout, mais quand même, elle était canadienne, mais elle était d'origine écossaise et elle est retournée vivre en Écosse. Donc, un return migration des plus vieilles vagues d'immigration. Donc, le plan de la présentation aujourd'hui, en fait, on va regarder 4 questions en 2 parties. Donc, le premier, c'est, le sentiment d'appartenance. J'ai un peu déjà présenté le sujet. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis, aussi, est-ce que c'est important, en fait? Est-ce que c'est important pour comprendre l'engagement plus grand des immigrants envers la communauté d'accueil? Deuxième question, deuxième partie. Donc, le sentiment d'appartenance des immigrants au Québec et dans les autres provinces. Donc, ici, vraiment les variations régionales. Et est-ce que la force du sentiment d'appartenance varie d'une province à l'autre? Et évidemment, je dois me commettre. La deuxième question, pourquoi? Donc, déjà, on a une idée qu'il va y avoir une certaine variation. Je préfère peu diminuer vos attentes, les budgets de recherche étant ce qu'ils sont. Notre étude ne porte pas sur les 10 provinces canadiennes, mais bien sur les 4 provinces qui reçoivent les plus hauts taux d'immigration, soit le Québec, l'Ontario, l'Alberta et la Colombie-Britannique. C'est plus grand défi de faire des études comme on les fait dans les autres provinces. Donc, le projet, la recherche que je vous présente aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du gros projet qu'on mène depuis maintenant 2 ans ou 3 ans qui s'appelle le projet sur la diversité provinciale, rapidement, qui est une plateforme de recherche en fait par sondage pour comprendre les enjeux, entre autres, principalement d'enjeux de diversité ethnoculturelle, immigration, dans une dynamique provinciale. Ces enjeux-là ont généralement tendance à être étudiés en faisant les immigrants au Canada et leurs relations au Canada. Et nous, on voulait avoir une idée de ce qui se passait plus, donc des réalités provinciales, ou de 4 provinces dans ce cas-ci,
Donc, sur comment les nouveaux arrivants interagissent, leur relation avec la communauté d'accueil dans différents environnements, mais aussi comment les populations locales de chacune de ces provinces-là réagissent à l'arrivée de ces populations-là. Donc, c'est le projet plus large. Spécifiquement, la présentation d'aujourd'hui va porter sur les immigrants de première et de seconde génération. Et fait important aussi, on pourra en parler plus tard, qui sont tous membres d'une minorité visible, telle que définie par Statistique Canada. Pourquoi? Bon, rapidement, c'est une population de croissance rapide, mais je pense que ça, vous le savez plus que moi encore, OK? Et les problèmes de discrimination de toutes sortes. On va se concentrer, comme je le disais, Québec, Ontario. Oups, c'est vrai, j'avais oublié ça, il ne faut pas que je touche. Québec, Ontario, Alberta, Colombie-Britannique, les échantillonnages. Aussi, ça peut ou ne pas vous intéresser, mais je vais quand même mentionner que pour toutes sortes de raisons dont on pourra discuter plus tard, on a regroupé ce qu'on appelle parfois dans le langage technique la régénération 1.5 avec la seconde génération, c'est-à-dire des gens qui sont nés à l'extérieur du pays, mais qui sont arrivés, ici on les a définis comme des gens qui sont arrivés avant l'âge de 10 ans. Okay? On pourra en reparler sur le pourquoi de la chose. À certains moments, on aura besoin du reste de la population canadienne locale, née ici, comme un point de référence aussi. Donc, question numéro 1, le sentiment d'appartenance. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, évidemment, on pourra en discuter en long et en large, mais nous, on propose une définition avec une dominante à 2 dimensions. Est-ce que je vous cache quand je me tiens là? Oui, non, c'est bon. OK. Donc, généralement, lorsqu'on parle du sentiment d'appartenance, bon, évidemment, on va parler de la relation de l'immigrant avec la communauté d'accueil. Et vraiment, le courant dominant, puis c'était beaucoup, nous, notre point de départ, le courant dominant dans la recherche, et je dirais encore plus dans la dynamique médiatique, quand on définit le sentiment d'appartenance, et on se dit, bon, est-ce que les immigrants se sentent attachés à la communauté d'accueil? Souvent, on va dire même, est-ce qu'ils s'identifient comme Québécois, comme Canadiens, comme Ontariens, comme Français, comme Belges et autres? Et c'est intéressant comme perspective, je crois que c'est utile comme perspective, mais il y a quelque chose d'un peu insidieux, pas nécessairement de le définir comme ça, mais de limiter à cette définition-là, qui est que dans toute la mouvance des politiques publiques qu'on voit beaucoup en Europe, mais dans le contexte nord-américain aussi, poser cette question-là d'un point de vue de recherche de politique publique, c'est porter le fardeau de l'intégration sur l'immigrant. Et on le voit dans les politiques, souvent, on le voit un peu avec la Charte des valeurs, mais dans les politiques qu'on voit de plus en plus en Europe, puis les débats qu'il y a eu même au Québec plus récemment, c'est-à-dire, on demande aux immigrants de prouver qu'ils sont d'un des nôtres. On va leur dire, bien, prouvez-nous que ça vous préoccupe, le Québec ou le Canada. Prouvez-nous que vous connaissez notre langue, que vous connaissez nos valeurs. Donc, prouvez-nous que vous avez notre société à cœur. Et c'est généralement la perspective vraiment qui domine en recherche et où souvent même l'immigrant est perçu comme une menace et on veut se rassurer ou prouver que ce sont des êtres dangereux de toutes sortes de façons pour l'unité du pays. Donc ça, c'est la perspective qui, soit par ailleurs, comme on va voir, a son utilité, mais qui, à notre égard, était un peu limitée. Parce que ce qu'on oublie souvent dans la relation du sentiment d'appartenance, c'est l'autre perspective, c'est-à-dire est-ce que les immigrants se sentent acceptés par la communauté d'accueil? Donc ici, la dynamique, elle est complètement différente. Donc c'est comme, ben moi, oui, peut-être que je suis attaché ou peut-être que je ne le suis pas, mais je ne sais pas si les autres veulent que moi je sois un membre de la communauté. Donc, et c'était ça notre problème quand on disait, bon, à quel point vous sentez-vous, à quel point vous sentez-vous que vous appartenez? Donc, si les gens vous disent non, ben, est-ce que c'est parce qu'eux, ça les laisse indifférents puis ils ne veulent pas devenir un membre de la communauté? Ou est-ce que c'est parce qu'eux, ils veulent, mais ils pensent que les autres ne veulent pas d'eux? Alors, on trouve que la question, elle peut mesurer beaucoup de choses, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'elle mesure exactement. Donc, ici, et c'est important parce que dans cette dynamique-là, le fardeau d'intégration, le fardeau de la preuve, je peux dire, est un peu renversé et repose davantage sur les épaules de la communauté d'accueil, qui doit se poser comme question, bien, qu'est-ce que je fais, quel geste je pose, symbolique, tangible ou autre, pour m'assurer que les autres se sentent acceptés. Donc, c'est un peu l'approche qu'on prend. On choisit ni une ni l'autre, mais on se demande plutôt pourquoi on se met dans nos études d'opinion publique, de sondage, on se dit, bon, l'immigrant, pour vraiment savoir s'il appartient, s'il y a un sentiment d'appartenance fort, il faut se demander, donc, est-ce qu'il se demande, est-ce que je veux être membre de la communauté ou pas?
mais aussi est-ce que la communauté veut de moi. Donc, 2 têtes, 2 dimensions pour comprendre le sentiment d'appartenance. Donc, à partir de là, on s'est dit, OK, donc on va aller mesurer ces choses-là. Donc, on a fait nos enquêtes auprès première, seconde génération d'immigrants au Canada, dans 4 provinces, tous membres d'une minorité visible. Donc, on leur a posé la question, sur une échelle de 0 à 10, à quel point vous sentez-vous attaché au Canada? Et plus tard, pas immédiatement après, mais donc une était à peu près au milieu du sondage, l'autre à la fin du sondage, à quel point vous sentez-vous accepté par le Canada sur une échelle de 0 à 10? En passant, je suis certain que vous vous posez déjà la question, on a aussi posé la question par rapport à la communauté politique provinciale, mais on va en reparler plus tard. Okay? On va garder ça pour un peu plus tard. Donc, si on leur pose la question sur une échelle de 0 à 10, c'est quoi leur sentiment d'attachement et d'acceptation? En fait, on remarque plusieurs choses. La première, c'est c'est pareil que ce soit au niveau de la première et la deuxième génération dans notre échantillonnage. Ce qui, nous, en passant, nous surprenait un peu. On pensait que ce serait plus faible, au niveau de la seconde génération, ce qui a été documenté dans certaines études. Nous, on ne l'a pas observé. La raison, peut-être à cause des indicateurs ou autres, mais nous, on ne l'a pas observé. La deuxième chose qui, en fait, au début, nous troublait, puis j'espère vous trouble, mais je vais désamorcer ça, c'est, c'est pas ça, tout ça, ça ne nous trouble pas, mais c'est très élevé. Donc, j'ai présenté ça à des collègues dans d'autres contextes, puis ils disaient, il n'y a pas de problème au Canada, là. Arrêtez de vous poser des questions, là, tout va bien, on peut revenir. Mais d'un point de vue conceptuel, ce qui nous chatouillait un peu, puis j'espère vous chatouille d'un point de vue analytique, c'est c'est pas mal la même affaire. Fait que, tu sais, est-ce que vous faites vraiment progresser la discussion si vous le comptez, vous le mettez comme ça? Et la première réponse à ça, qui va s'articuler en plusieurs temps, c'est nous, on va vraiment essayer de vous convaincre que oui. Et la première épreuve étant celle-ci, c'est-à-dire que si on prend une mesure d'association statistique, la corrélation pure et simple, entre le score d'acceptation et le score d'attachement qu'elle nous a donné, en fait, la corrélation, elle est vraiment pas aussi forte que ce qu'on aurait pu penser. Donc, c'est presque, c'est pas un hasard, c'est vraiment sensible, ce truc. Donc, les gens qui vous disent 8 pour l'attachement ne vous donnent pas nécessairement 8 pour l'acceptation. Donc, dans l'agrégé, les scores moyens suggèrent ça, mais quand on regarde une mesure d'association très simple, qui est la corrélation, on voit que c'est beaucoup plus faible que ce qu'on aurait pu penser. Si on avait eu des mesures là, autour de 0.8, là, on aurait dit, OK, on arrête ça. Là. Je dis, c'est la même affaire. Quand les gens répondent à la question, nous, en tant que chercheurs, on peut s'amuser à penser que c'est sophistiqué puis ça correspond à une réalité, mais dans la tête des gens, ça ne correspond pas à des choses différentes. C'est la même chose. Mais ça semble ne pas être le cas. Donc, le sentiment est relativement fort, en fait. Ça ne veut pas dire que c'est parfait. Et on pense qu'il y a une évidence que c'est pas la même chose. Mais la meilleure façon de regarder si ce n'est pas la même chose, c'est entre autres de regarder si c'est important pour l'engagement envers la communauté. Okay? Là, on a fait plusieurs étapes dans l'analyse. Je vous présente juste le point final de l'analyse. Et là, on s'est demandé, on a dit, OK, si c'est vraiment important, les 2 dimensions, on devrait observer que si je me sens attaché ou si je me sens accepté, on devrait le voir dans le type d'engagement, dans le type d'implication que j'ai dans le reste de la communauté. S'il n'y a pas de lien, là, on devrait peut-être arrêter de se poser des questions sur le sentiment d'appartenance, s'il est fort ou il est élevé chez les nouveaux arrivants, parce que c'est pas important. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a un lien? Puis, s'il y a un lien, est-ce qu'il y a une des dimensions qui est importante, puis l'autre qui n'est pas importante? Et alors, ce qu'on a fait, en fait, on a plusieurs analyses. On a regardé 5, on va vous présenter 5. J'avais oublié ça, c'est vrai, j'ai sauté une étape. Avant de regarder le lien, on s'est dit, pour encore plus séparer les deux, pour vraiment regarder, est-ce qu'il y a des gens qui se sentent fortement acceptés, puis des gens qui se sentent fortement acceptés, mais pas attachés, et vice-versa. Donc, on a créé une genre de typologie assez de base du sentiment d'acceptation, donc un carré de 2 par 2, où on va classifier les gens selon leur niveau d'attachement qui soit faible ou fort, et leur niveau d'acceptation, sentiment d'accepter, qui soit faible ou fort. Et ce que ça nous donne essentiellement, c'est une première cellule qui est en fait le scénario qu'on veut atteindre.
en tant que communauté d'accueil, qu'organisme communautaire, que gens des politiques publiques. On veut des gens qui vont se sentir inclus, qu'ils appartiennent, qu'ils ont et un sentiment d'acceptation fort et un sentiment d'attachement fort. C'est ce qu'on a appelé les inclus. Et fait intéressant, en fait, 70 des immigrants qui sont de première ou de seconde génération dans notre échantillonnage tombent dans cette catégorie-là. Ce qui peut être perçu, c'est toujours le syndrome du verre à moitié plein ou à moitié vide, là. Donc, dans certains contextes, si on se compare, on pourrait dire c'est très élevé, mais on pourrait dire mais quand même, ça en laisse 30 qui n'atteignent pas le niveau optimal qu'on souhaiterait, tout le monde, autant eux, je crois, que la communauté d'accueil. Le second scénario qu'on a regardé, c'est ceux qu'on a appelés les ambivalents, faute de meilleure étiquette en passant, qui sont des gens qui, paradoxalement, n'ont pas un attachement particulièrement fort à la communauté, mais qui se disent oui, les gens sont très recevants, puis ils m'acceptent ici. Et cette catégorie-là, elle est importante pour nous parce qu'elle correspond vraiment à l'image typique qui est véhiculée souvent dans les médias, particulièrement en Europe, par les mouvements populistes et tout ça. C'est-à-dire, on reçoit ces gens-là, on les accueille, mais eux autres, là, ils sont là juste pour profiter de nos programmes sociaux, ils ne veulent pas s'intégrer, ils ne se préoccupent pas de notre communauté. Je ne sais pas en Europe, là, mais nous, dans notre échantillonnage, que ce soit la première ou la seconde génération, c'est à peu près seulement 1 sur 10 qui correspond à ce profil-là. Donc, sentiment d'attachement faible, mais qui se sent accepté, qui est en fait une situation assez paradoxale. Troisième scénario, non, ce ne sont pas les exclus. Oui, ce sont les exclus, oui. Donc, ceux qui ont un attachement à la communauté fort, donc une force proactive de « moi, je veux faire partie de cette communauté-là », mais qui en même temps se disent « pas sûr que le reste de la population veut de moi ici ». 10 et finalement, le 10 qui manque, ce qu'on a appelé aussi, ceux vraiment dont on devrait s'inquiéter le plus, qui sont les aliénés, en fait, aussi faute de meilleure étiquette, qui ne se sentent pas attachés et qui ne se sentent pas acceptés. Donc, vraiment un échec total, qu'on pourrait dire, au niveau de l'inclusion, du sentiment d'appartenance. Donc, quand même, dépendamment d'où on vient dans le monde, on dirait soit un très grand succès ou il reste quand même pas mal de travail à faire. Donc, vous choisissez votre perspective, la perspective que vous préférez. Mais ce que nous, on a trouvé assez aussi, encore une fois, intéressant, c'est qu'il n'y avait pas de différence de la première ou la seconde génération. Et ça nous a surpris. Nous, on s'attendait à ce que le sentiment d'exclusion, on ait plus de seconde génération. La première génération arrive ici, prêt à faire des sacrifices, peut comprendre qu'il y a des gens qui ont des résistances, mais les gens qui sont nés ici, nous, d'un point de vue technique, on les appelle des immigrants, mais eux, dans leur tête, ils ne sont pas des immigrants, là. Ils sont nés ici. Et on donc dit oui, c'est ma communauté, là, je suis attaché à la communauté comme n'importe qui d'autre, mais dans le regard des autres, moi, j'en fais pas partie. Donc ça, c'était une autre surprise par rapport à la différence entre la première et la seconde génération. Donc, ce qu'on a fait avec ça, maintenant, pour vrai, c'est regarder s'il y avait un lien avec l'engagement plus large avec la société. Donc, 5 différents indicateurs qu'on a regardés. Je ne sais pas s'ils vont apparaître dans cet ordre-là, mais l'intérêt pour la politique. Un indicateur généralement utilisé pour le sens du devoir, donc surtout par rapport au vote. Est-ce que vous vous sentirez coupable si vous ne votez pas? Donc, est-ce que vous vous sentez mal si vous ne votez pas? Est-ce que vous avez voté? Votre niveau de confiance envers diverses institutions politiques. Et finalement, un énoncé qui disait est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec l'énoncé suivant? Je préfère vivre au Canada que dans n'importe quel autre pays dans le monde. Okay. Et voici ce que ça donne. Et ce qu'on voit, en fait, plusieurs choses. Là, je ne sais pas d'où vous êtes, si vous voyez bien, mais on peut les prendre un par un ou pas. La première barre en haut, ligne en haut, est toujours le point de référence qui est la population non immigrante. Et ensuite, on voit le niveau prédit, parce que ce sont des analyses basées sur des analyses statistiques plus sophistiquées, mais ce sont des simulations, donc ce qu'on appelle des probabilités prédites, de leur niveau d'engagement. Et ce qu'on remarque, je n'ai pas touché à rien. Ce qu'on remarque, c'est que
le niveau d'engagement est le niveau d'engagement le plus faible pour les 5 indicateurs est toujours ceux qui sont, on a caractérisé des aliénés. C'est-à-dire ceux dont le sentiment d'acceptation et le sentiment d'attachement est faible. Donc, quand les deux sont absents, c'est les problématiques d'inclusion les plus sévères qu'on observe dans nos analyses. Ensuite de ça, l'autre fait intéressant qui nous a un peu surpris nous autres mêmes, c'est que le sentiment d'acceptation ou le sentiment d'attachement sont également importants. C'est-à-dire que quand il y en a un des deux qui est absent, qui est faible, il y a un déficit d'engagement généralement en comparaison de la population locale, mais il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Donc, les ambivalents ou les exclus ne présentent pas un profil d'engagement plus faible que l'autre groupe. Donc, c'est comme si les deux conditions étaient également importantes dans ce cas-ci. Donc, quand les deux sont absentes, c'est la situation la plus critique. Quand il en manque une, il y a un certain déficit, mais qui est grosso modo le même. En fait, puis l'autre chose qu'on trouvait vraiment intéressant, c'est que quand les deux sont présents, quand l'immigrant a un sentiment d'attachement fort et un sentiment d'acceptation qui est fort, alors dans presque tous les cas, le profil d'engagement correspond, en termes de niveau, à celui du reste de la population. Donc, vraiment seulement quand les deux conditions sont atteintes, est-ce qu'on observe ça. La seule exception où, en fait, il y avait toujours un déficit, c'était d'avoir voté dans les élections. Mais ça ne nous surprend pas vraiment parce que d'autres barrières, en fait, vraiment littéralement objectives et matérielles à l'engagement électoral dans ce cas-ci. Donc, les résultats, pour nous, étaient assez probants. Et en passant, c'est ça, on a aussi fait, ça c'était la dernière étape des analyses que je vous présente, la moins technique, mais quand on faisait dans des modélisations, puis on confrontait, est-ce que c'est l'engagement, est-ce que c'est le sentiment d'acceptation ou est-ce que c'est le sentiment d'attachement qui va le mieux prédire un immigrant et son engagement dans la société, ah bien, toutes nos analyses sans exception nous montraient que les deux étaient également importantes. Donc, ce qui confirme, pour en revenir au premier graphique que je vous ai montré, que même si le niveau moyen agrégé des indicateurs est le même, ce qui laisse à penser que ça mesure la même chose, empiriquement parlant, ça ne mesure pas du tout la même chose. Parce que si on les avait mis, quand on les met en même temps dans un modèle, s'ils avaient mesuré exactement la même chose, il y en aurait un qui se serait écroulé. Mais là, systématiquement, dans chacune des analyses, il y avait une marge de manœuvre de pouvoir explicatif assez grande, puis même assez forte pour chacun des deux indicateurs. Donc, ce qui nous dit vraiment, ce ne sont pas du tout la même chose. Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée? En fait, nous, on pense qu'il y a une valeur ajoutée très claire à conceptualiser, mesurer, comprendre le sentiment d'appartenance en tant que deux dimensions, soit le sentiment d'attachement et le sentiment d'acceptation. Donc, vraiment, un peu comme si il se passe beaucoup de choses dans la tête des gens, y compris celle des immigrants, mais que la personne se pose vraiment la question, est-ce que je veux être un membre de la communauté? Puis, est-ce que la communauté veut de moi? Et on a présenté une version, je pense que tu as déjà vu d'ailleurs, une version antérieure de ça il y a quelques années où on avait d'autres données plus parcellaires et on a eu vraiment une rétroaction assez constructive des gens. Puis même, moi, c'est mon fameux test du party de Noël, là, quand les gens te disent « Ah oui, tu fais de la recherche, quoi, tu travailles? » Puis tu as 30 secondes pour leur expliquer parce qu'après ça, ils décrochent. Puis quand on leur parle de ça, puis les gens disent « Ah oui, c'est vrai, dis-moi, ça fait 30 ans que je vis au Québec, puis moi, je me sens québécoise, mais je ne suis pas sûr que les gens ils pensent encore que je suis québécoise. » Et donc, vraiment, cette espèce de double dimension-là, complémentaire, mais distincte, pour nous, est une idée qu'on croit qui est très porteuse. Puis aussi, le fait, en fait, on vient d'en parler, mais je veux vraiment remettre l'emphase encore sur le fait que c'était seulement dans les cas où les immigrants de notre étude avaient un sentiment et d'attachement et d'acceptation qui était fort, qu'on observait un profil d'engagement équivalent à celui du reste de la population. Et pour nous, c'est vraiment un résultat qui est important, parce que, tu sais, quand on parle souvent là, dans les discours, là, je ne sais pas c'est quoi la traduction française, on dit « two-way street integration », bien, pour nous, ça, c'est une des meilleures démonstrations qu'on peut faire. Parce que s'il y a un des deux joueurs dans l'équation qui ne fait pas son bout de chemin, bien, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une force proactive, un désir d'attachement à la communauté qui soit présent, mais il faut en même temps qu'il y ait un terreau fertile pour que la personne se sente chez elle.
Et ça, je crois, pour nous, c'est un des messages les plus importants de la recherche. Puis qui se démontrent, souvent, c'est des questions qui sont démontrées, mais qui sont plus théoriques, même philo-politiques. Mais nous, en fait, ce qu'on aime, c'est pouvoir le démontrer avec des indicateurs d'enquête, de sondage ou d'opinion publique.